Homo Micro. Bonsoir à tous, merci d'être à l'écoute de l'émission qui se prend au mot. À la veille de la diffusion du 22e rapport annuel de SOS Homophobie, nous recevons ce soir le président de l'association, Joël Demier, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Avec lui, donc, on fera un état des lieux chiffré de l'homophobie en France et nous nous intéresserons aussi plus particulièrement à un sujet qui me tient à cœur, un phénomène de banlieue, l'homophobie en banlieue et l'homosexualité en banlieue. Comment l'homophobie est perçue et vécue au sein du MAG Jeunes LGBT? Pour le savoir, j'ai demandé à Omar Didi, coprésident de cette association, de nous rejoindre. Bonsoir Omar. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. En cours d'émission, nous aurons tout à l'heure en ligne Abdelkader Relan, directeur d'une mission locale à Saint-Étienne dans la Loire. Il neige en ce moment en plus à Saint-Étienne. Ce travailleur social nous expliquera comment il sensibilise ces jeunes contre l'homophobie. L'homophobie dans la littérature, c'est bien sûr l'affaire d'Éric Garnier, qui reviendra sur plusieurs ouvrages qui ont abordé le sujet. Bonsoir Éric, comment ça va? Alors les ouvrages, je te vois avec plein de bouquins. 4, mais oui. Je crois qu'il n'y en a pas plus que 4 en 10 ans. Ouais. Ça veut dire quelque chose. 4, donc tu nous feras... Dont le tien. Ouais. Ah, tu as amené le mien aussi, ouais. Ben oui, tu le passeras en dernier. Hein. Il est abîmé déjà, mais c'est normal. Pas du tout, je non l'ai lu, je l'ai coché, Non, ouais. Il est en très bon état. Très bien. Cette émission... Alors oui, attendez, il y a quand même notre ami qui est là, Fabien, qui vient participer à l'émission et qui participera aussi aux échanges. Bonsoir Fabien. Voilà, je suis ravi d'être avec vous. Pour une fois, j'avais pas de travail, pas de chronique, donc je vais juste... Mais j'aurais des petites questions justement à te poser autour de la double identité. Tu vas certainement pouvoir m'éclairer. Hein. Ouf, pas sûr, mais ok, ça marche. Cette émission est filmée pour notre chaîne YouTube par notre ami Daniel et pour la partie réalisation radio par Isabelle qui se charge aussi de la programmation musicale. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et à tous. 2,45 tours ce soir? C'est ça, 2,45 tours qu'on met dans une petite clé et dans un lecteur, ça rentre très très bien. Oui, on partira au Kenya et on reviendra en France après. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Éric Garnier, en attendant notre invité Joël Demier qui va nous rejoindre des SOS Homophobie. Alors il y a eu un certain nombre de livres qui sont sortis il y a quelques années maintenant et j'aimerais que tu reviennes dessus. Alors je vois tout de suite un premier livre, Homo Ghetto. Hein. Oui, je crois que c'est le premier qui est sorti, enfin à ma connaissance, il y a donc 9 ans. Ça s'appelle Homo Ghetto, gays et lesbiennes dans les cités, les clandestins de la République. C'est un titre à tiroir, mais qui exprime bien la question que Franck Chaumont, à travers toute une série d'interviews, a mis à notre connaissance. Il y a Majid, Nadir, Diallo, Karim, Kader, Najib, Nadia encore. Et il y a Brahim et sa maman. C'est-à-dire que Franck Chaumont a voulu savoir comment ta mère avait vécu ton homosexualité. Je ne sais pas si tu te souviens de ce livre où tu avais témoigné. Ouais, et donc c'est un livre très intéressant qui a occasionné beaucoup de presse d'ailleurs. Et je vous montrerai peut-être tout à l'heure les titres. À l'époque, ma mère s'était exprimée effectivement avec son petit accent maghrébin parce qu'elle ne maîtrise pas trop le français. C'était une des seules mamans maghrébines qui osait parler d'homosexualité devant des caméras. Alors, juste après ce livre, le tien, hein, qui d'ailleurs s'est beaucoup vendu et qui est un peu le seul de son genre, hein, où là, tu dis tout. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as souffert. Alors, c'est un homo dans la cité, la descente aux enfers, puis la libération d'un homosexuel de culture maghrébine. Donc là, c'est toi qui es l'unique objet de ce livre, et c'est très intéressant parce que l'interview de toi dans le livre de Franck Chaumont était un peu trop brève. Alors, il y a eu beaucoup de presse te concernant. Alors,
il y a eu par exemple cet article dans Charlie Hebdo où tu es croqué par le regretté Charb. Oui, Charb, oui, c'est voilà. vrai. Et il dessine une bulle te concernant. Il te cite: j'ai moins souffert de racisme que de l'homophobie. Tout le monde souffrait du racisme dans la cité. Souffrir du racisme, c'était être comme tout le monde finalement. Donc on voit qu'il y a la double peine. Donc un livre qui fait qu'encore aujourd'hui, tu es souvent contacté par les télévisions, M6, France 2. Et le fait que tu sois toujours dans l'actualité, alors que ce livre a presque 10 ans, montre que quand même les choses n'ont pas tellement avancé. C'est-à-dire qu'il y a hélas toujours que toi, tant mieux, mais en même temps, ça veut dire que tu n'as pas fait d'émule. Et c'est dommage. Il y a plein de jeunes mais qui ont du mal un peu à se manifester et à assumer et à s'affirmer parce qu'il y a une crainte, il y a une peur encore une fois. Il y a plein de jeunes homos qui arrivent à assumer leur homosexualité beaucoup mieux que moi, que je ne l'étais, bien sûr. Mais après, la difficulté aujourd'hui, c'est de se l'assumer, de rester dans sa cité, dans sa banlieue, de dire je suis homo et j'ai envie de vivre librement, normalement. Et ça, c'est un véritable problème. Beaucoup de jeunes ont ce problème. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Omar Didi de son association Le Mag. Ils doivent certainement recevoir des jeunes de banlieue. Ceux qui arrivent à s'assumer et qui s'assument et qui s'affirment rejoignent ces associations-là. Autrement, tous les autres vivent l'enfermement et ça reste quelque chose aujourd'hui de dramatique, encore une fois, malheureusement. Ouais, vraiment. Alors, un autre livre ? Alors, oui, je voulais juste montrer, il y a eu beaucoup d'articles te concernant. Tu as fait la une de 20 minutes. Hein, le titre, c'était « Le calvaire d'un homo en banlieue ». Libération, tu avais consacré un portrait, hein, Pagaie, la cité, et j'ai montré Charlie Hebdo, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Alors, un peu plus tard, en changeant de nom, ou ne donnant pas son nom complet, il y a eu 2 livres de jeunes, mais qui n'ont pas, comme toi, fait les masques. Il y a Un mauvais fils de Ilman Bell. C'est la confession d'un jeune maghrébin de l'Est parisien qui, bien sûr, ne peut rien révéler à sa famille ni à son milieu et va dériver vers la prostitution et le X. Hein, c'est un livre extrêmement bien, un récit très bien écrit. Et puis le dernier, c'est un jeune homme qui a fait de très très belles études, s'appelle Jafar. Garde ton derrière fermé. Bon, le livre explique quel est le sens de ce titre. C'est un mot de sa mère. Et Jafar, qui n'a donné que son prénom, raconte comment, à Dreux, en tant que jeune homosexuel dans une cité avec un grand frère tyrannique, eh bien comment, grâce aux études, il a pris patience. Et une fois qu'il a eu son bac, il est allé à Paris, a fait une prépa. Et là, il a pu commencer à se révéler vraiment. Voilà. Donc, 4 livres indispensables et qui montrent bien l'étendue du problème. Et peut-être pour terminer, tu y avais participé à un gros dossier de Marianne qui avait essayé d'interviewer un certain nombre de personnes comme toi. Et un des titres, c'était Kader et Najib, pour vivre heureux, vivons cachés. Je crois que ça résume bien la problématique que la presse et les livres essayent de cerner depuis 10 ans. Oui. Merci. Eric, est-ce que tu avais pris connaissance de ces livres, Omar Didi ? Alors, je les découvre. Ouais. Donc, il est tellement jeune que... J'aimerais bien que tu me les offres, en fait. Ah non, mais... Alors, mon anniversaire, c'est le 23 février, donc si jamais. Mais non, mais oui, ils ont l'air ultra intéressants et je serais ravi, en fait, de les mettre à disposition des jeunes au MAG, puisqu'on a on a une médiathèque. Ah oui. Ouais. Tu sais ce qu'il te reste à faire, c'est les offrir. 106 rue de Montreuil. Tu peux nous les envoyer par la poste. Tu vas passer le micro à notre ami Fabien. Toi, en tant que doc, tu vas peut-être pouvoir nous éclairer un peu. C'est vrai que dans la banlieue, dans la cité, ou même dans certaines cultures, on a toujours tendance à jouer double jeu, se cacher derrière son identité, tromper un peu son monde. On est homo, mais on va tout faire pour montrer que... Et ça se passe beaucoup dans
les cultures un peu maghrébines, dont je suis issu. En gros, je vais montrer à ma famille, à mes parents que voilà, je suis pour les femmes. Je m'avance à avoir des enfants et autres, et j'ai une vie un peu quelque part rangée. Et moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont français d'origine maghrébine et qui aujourd'hui vivent mal. Il y en a qui sombrent dans l'alcoolisme et vivent dans cette schizophrénie finit par être délirant. Et c'est forcément et naturellement pas une bonne chose, bien sûr. L'important, c'est de s'assumer le plus tôt possible. Oui, alors je ne suis pas spécialiste de la culture maghrébine, mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit une exclusivité de la culture maghrébine. Je pense que beaucoup d'homosexuels, y compris non-maghrébins, passent par cette période où ils ne s'acceptent pas. Tout à l'heure, je réfléchissais à l'homophobie. Moi, je suis assez... je vais forcer un peu le trait, être un peu choquant en disant ça, mais je suis relativement tolérant par rapport à l'homophobie. Parce que je me suis rendu compte que le premier homophobe, au départ, c'était moi-même. Il m'a fallu des années avant de m'accepter et je me suis moi-même rejeté. Et après, j'aimais pas la Gay Pride parce que je trouvais qu'il y avait que des folles. Et voilà. Et puis maintenant, je trouve qu'en fait... Et qu'est-ce que tu as contre les folles ? Mais justement, j'ai plus, mais j'ai évolué. Et donc, je trouve que c'est assez compréhensible, compte tenu de la pression, puisque j'ai été victime de cette pression, compte tenu de la pression extérieure, que certaines personnes soient homophobes. Je ne dis pas qu'il faut les excuser, qu'il ne faut rien faire contre. Mais je pense, moi, quand je l'ai révélé à ma famille, je me suis dit, si jamais ils me rejettent, je trouverais ça quasiment normal, en fait. Ouais. Donc, pour revenir à ta question, je pense que ce n'est pas une exclusivité maghrébine. Je pense qu'on est tous victimes de ça. On sait très bien qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les jeunes adolescents homosexuels que hétérosexuels. On estime que c'est quasiment 13 fois plus. Il y a eu pas mal de publications qui ont été faites liées justement à cette non-acceptation de sa propre homosexualité, probablement plus forte encore dans certaines cultures que dans d'autres. Ouais. Et ça, c'est probablement, et je vais finir avec ça, lié au fait qu'on n'a pas d'image en fait, de l'homosexualité pendant ses études. Même Rimbaud et Verlaine, tout ça, on n'en parle pas. Tout est toujours tabou, alors qu'on a plein de couples hétérosexuels et on sait à qui s'identifier. Donc on a un manque d'identification quand on se construit en tant qu'individu. C'est vrai partout, c'est probablement plus vrai encore avec la pression de certaines cultures, religions ou cultures. Merci pour cette intervention et cet éclairage. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Vient de nous rejoindre Joël Demier, président des SOS Homophobie. Merci d'être là. Je sais que tu as couru un peu partout. Pour tout dire, tu étais sur France Inter tout à l'heure. Hein, oui, tout à fait. Pour le téléphone sonne. Oui. Merci d'avoir couru pour nous rejoindre. Et aussi Omar merci à vous. Didi du mag Jeune LGBT, toujours avec nous. Éric Garnier qui vient de nous présenter une série de livres. Fabien également. Et un hommage sur toi. Un hommage, un petit hommage, effectivement. Oui, il pourrait quasiment écrire un bouquin avec tout ce qu'il a récolté comme information. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, quelles sont les missions de votre association, Joël ? Alors, SOS Homophobie a été fondée en 1994, on a bientôt 25 ans, et on a 3 missions principales, que sont l'aide et l'écoute des victimes de LGBT-phobie. Donc, on a une ligne d'écoute nationale. On prévient les LGBT-phobies aussi dans les écoles et sur les lieux de travail. Et la 3e mission, c'est le militantisme politique pour les droits et les libertés des LGBT. Ouais. Omar Didi, les jeunes MAG LGBT. Du coup, le MAG, c'est l'association par et pour les jeunes LGBT qui sont âgés entre 15 et 26 ans. Nos missions, donc, c'est de faire en sorte que les jeunes LGBT puissent sortir de l'isolement à travers le dialogue, ainsi que, du coup, la 2e mission, lutter contre les LGBT-phobies. Ouais. Concrètement, c'est des permanences d'accueil par et pour les jeunes LGBT. Comme SOS Homophobie, on effectue des interventions en milieu scolaire, dans les collèges et les lycées. Et on fait également donc, tout ce qui est aspect de revendication par et pour les jeunes LGBT auprès des différentes institutions. Joël, demain, donc SOS Homophobie publiera son 22e rapport annuel. Alors, comparé aux années précédentes, aujourd'hui, l'homophobie est en baisse ou en hausse Quel est le constat ? Alors, le rapport annuel 2018 est le 22e rapport annuel. Il sort demain, donc je ne vais malheureusement pas pouvoir vous dévoiler les chiffres officiels, mais je peux vous dire que les constats chiffrés sont très préoccupants et qu'ils confirment la tendance à la hausse qu'on avait pu constater jusqu'à présent depuis l'an dernier. Je peux vous donner un seul chiffre, c'est celui de la transphobie, des actes de violence envers les personnes trans qui a augmenté de 54% en 2017 par rapport à 2016. Ouais. Donc ça veut dire que la violence transphobe spécifique aux personnes trans est en augmentation, elle est ancrée à l'image des autres formes de haine envers les LGBT. Ouais, vous avez mesuré une montée de violence il y a déjà 2 ans depuis le mariage avec toutes ces manifs et tout. Donc finalement, il n'y a pas de progrès dans ce domaine. Alors,
on avait connu un pic de LGBT-phobie en 2013 lors du mariage pour tous. Ensuite, en 2014-2015, une diminution des actes LGBT-phobes signalés à SOS Homophobie. Puis en 2016, un regain de 19,5% en 2016. Et là, en 2017, on attend pour demain pour avoir la continuité. Mais en tout cas, on constate depuis 2 ans un reflux des actes de haine anti-LGBT. Donc c'est très préoccupant. Ça veut dire que les LGBT-phobies sont ancrées dans la société française et que malgré les lois de progrès, malgré les progrès des droits et des libertés, on a quand même une persistance de l'homophobie. Comment cette homophobie aujourd'hui, elle se manifeste sur le territoire et comment elle est identifiée et comment les victimes se manifestent en règle générale? L'homophobie, elle est multiple, c'est-à-dire qu'elle concerne les lesbiennes, c'est ce qu'on appelle la lesbophobie, les personnes bi, la biphobie, la transphobie également contre les personnes trans et contre les homosexuels, l'homophobie. Elle se manifeste par tout un panel de violences, ça va de l'insulte, du mauvais regard, de la mauvaise blague qui n'en est pas une. Il n'y a pas de blagues contre les LGBT, il n'y a que des blagues homophobes. Ouais. Les blagues, c'est quelque chose qui est très insidieux. C'est comme les moqueries, c'est indirect, mais ça fait... La victime le perçoit toujours comme étant quelque chose qui remet en question son orientation sexuelle ou son identité de genre, même si le reste de la société rigole. C'est très difficile, l'humour homophobe. Il n'y a pas d'humour il n'y a pas d'humour, de véritable humour quand on parle des personnes LGBT. En tout cas, le constat est là, c'est que et puis on va aussi jusqu'à la discrimination à proprement parler, l'agression physique, l'agression verbale. Donc les manifestations d'LGBT-phobie sont multiples. Il y a des blagues, même en off, elles sont homophobes parce qu'il y avait le problème avec le journaliste là qui s'est fait donc exclure, Denis Balbir. Tout à fait, vous avez réagi d'ailleurs à cet incident? Oui, on a condamné... Pour nous rappeler un peu, pour ceux qui ne savent pas, justement... je crois que vous faites référence au journaliste de C8 sportif qui avait dit qui avait, je crois, fait une blague qui n'était pas une en réalité. Avec son partenaire journaliste, mais c'était pas censé... C'était en off, c'est sorti. Ouais. Si vous voulez, ce genre de blague, ça peut être considéré comme de l'humour, mais s'agissant des personnes concernées, les victimes, elles perçoivent ces mots-là. Utiliser le mot PD, par exemple, c'est un mot c'est le premier mot qui est utilisé dans les cours de récréation. C'est une insulte homophobe qui est banalisée. Elle ne devrait pas l'être parce que les victimes dans les cours de récréation d'homophobie l'aperçoivent comme une insulte et ne perçoivent pas cela comme un mot banal, PD. On vous dit PD, mais j'utilise PD comme j'utiliserais un autre mot. Mais non, le mot PD a une signification. Tout commence par les mots et la violence homophobe commence aussi par les mots. Oui. Alors, le climat d'homophobie et de transphobie est vraiment palpable dans toute la société française, ou il y a des territoires où ils sont exclus de ça? L'homophobie, les LGBT-phobies sont présentes sur l'ensemble du territoire français, dans l'ensemble des catégories sociales, dans les petites villes, dans les grandes villes, dans les territoires ruraux, dans les territoires citadins. Il n'y a pas plus d'homophobie dans certains territoires que dans d'autres. On constate que, en tout cas, chez SOS Homophobie, nous n'avons pas de statistiques et de chiffres issus du rapport que nous publions, qui nous dirait que dans tel ou tel territoire, il y a une prééminence plus ou moins importante de l'homophobie. Ça n'est pas vrai. Après, il y a peut-être une loi du silence qui est plus pesante ou moins pesante, ou une parole qui est plus ou moins libérée selon les territoires. Mais en tout cas, les niveaux d'homophobie ne sont pas fonction du territoire où on se trouve. Joël Demier, où l'homophobie en fait demeure importante, dans le contexte familial ou dans les lieux publics en 2018? L'homophobie, alors le premier théâtre de manifestation de l'homophobie, et ça on l'observe depuis des années maintenant, c'est Internet. C'est-à-dire que sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, la présence de ce qu'on appelle la haine en ligne est fondamentale. Et la violence qu'on observe en ligne se répercute forcément dans la société. Ouais. Parce que les gens prennent connaissance des posts sur Twitter, sur Facebook, cette banalisation des propos homophobes. Et ensuite, ça incite les gens, bien sûr, à passer à l'acte. Puisque quand on voit qu'on légitime des propos homophobes, ou des blagues homophobes, ou des insultes sur Internet, les gens se disent, après tout est permis, et je vais me moquer des homos, je vais me moquer des lesbiennes, et ça n'aura pas d'incidence parce que tout est permis. Non, il y a quand même un respect à avoir, et il faut vraiment éradiquer cette haine en ligne
qui en plus est vu par beaucoup de jeunes, et là-dessus la responsabilité des grands réseaux sociaux que sont Twitter et Facebook ne doit pas être minimisée. Ça n'est pas parce que ces grands réseaux sociaux sont hébergeurs de contenu qu'ils ne sont pas responsables, ils sont responsables de ce qu'ils hébergent, en tout cas sur le plan moral, et il faut vraiment qu'il y ait de véritables politiques de modération qui soient conduites en ligne. Ouais. Avant de céder la parole à Omar Didi, Fabien, tu souhaitais ? Oui, j'avais juste une question parce que j'entends tout ça et je suis un peu surpris. Je me demandais, on a l'impression quand même depuis 10, 15 ans, 20 ans, il y a un mieux, il y a moins de discrimination. Enfin, je veux dire, on peut plus facilement accéder à une grande carrière en étant homo dans le privé qu'il y a 20 ans. Les enfants à l'école, il y a plus de compréhension. Il commence à y avoir des enfants qui naissent de 2 papas, 2 mamans. Le regard, moi j'ai l'impression que le regard change et quand on vous entend, on a l'impression que c'est pire qu'avant. Donc est-ce que c'est un artefact ? Est-ce que j'ai loupé un épisode ? Alors vous avez raison et à la fois moins raison. Alors je vais vous dire, en fait, ce qu'on observe, c'est que l'homophobie, elle est peut-être pas plus importante qu'avant. Ça va mieux, les choses vont beaucoup mieux, mais par contre, les victimes témoignent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avant, les victimes ne témoignaient pas forcément, parce qu'on avait une forme de loi du silence, une intériorisation de l'homophobie, et les gens se disaient, minimiser l'effet d'homophobie. Aujourd'hui, les victimes, plus on accorde de droits aux LGBT, le mariage, une facilité pour changer d'état civil pour les personnes trans, plus les personnes LGBT considèrent qu'il est inacceptable d'être victime de violence, et plus elles vont porter plainte, plus elles vont parler à SOS Homophobie, au MAC Jeunes. Et donc par conséquent, les chiffres augmentent parce que les gens parlent mieux, c'est quand même important de le préciser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'y a pas forcément plus d'agressions, c'est qu'on les déclare plus qu'on les déclare plus. Voilà. Ce qui est aussi en soi quelque chose de plutôt positif. C'est un double mouvement, c'est plutôt positif, vous avez raison, on témoigne plus et c'est bien. Mais pour autant, les chiffres sont quand même plutôt alarmants, mais ça va dans le bon sens. Ouais. Avant de prendre en ligne Abdelkader Relan, qui va intervenir et parler de sa mission locale à Saint-Étienne, Omar, parmi vos adhérents, est-ce que vous recevez des personnes qui ont été victimes d'actes homophobes ? Oui, complètement. On reçoit tout type de jeunes, donc ça peut être des jeunes LGBT qui viennent parce qu'ils souhaitent s'affirmer. On peut avoir des jeunes qui sont là pour faire du bénévolat. On peut également avoir des jeunes qui sont là et qui sont victimes d'actes LGBT-phobes, que ce soit au sein de la cellule familiale ou bien dans le milieu scolaire, dans le milieu professionnel ou dans le secteur éducatif ou même dans l'espace public. Ouais. Et ce sont des jeunes qui viennent s'exprimer, vous prêtez une attention assez particulière, il y a un temps d'écoute ? Alors, nous, en fait, tous les jeunes qui passent donc, par la porte du MAC sont accueillis par un ou une accueillante. Donc, la personne les accueille et du coup, présente l'association et essaie de voir donc, avec l'autre jeune ce dont le jeune a besoin. Donc, chez certains jeunes, ça va être en fait, je suis là parce que j'ai besoin de bénévolat. Chez d'autres jeunes, ça va être en fait, je subis de l'homophobie dans mon établissement ou au sein de la cellule familiale, il faut m'aider. Donc, chaque jeune, en fait, est accueilli et c'est la responsabilité de l'accueillant de faire en sorte que la situation du jeune soit bien traitée et ensuite, du coup, d'insérer le jeune au sein de l'association, donc de faire en sorte que le jeune puisse rencontrer d'autres jeunes LGBT et de sortir de l'isolement. Ouais. Donc, puisque chez nous, en fait, le facteur essentiel, et vous le disiez tout à l'heure, c'était l'affirmation des jeunes LGBT. C'est qu'un jeune qui réussit à affirmer son orientation sexuelle et ou son identité de genre, c'est quelqu'un qui va en sortir grandi. Il n'y aura plus d'homophobie intériorisée et en fait, cette affirmation-là ne passe que par le fait de rencontrer d'autres jeunes LGBT. Parce que sinon, on se sent isolé, on sent qu'on est seul dans le monde, seul dans son quartier. Oui, et si en fait, on n'a pas cette affirmation-là, cette rencontre-là et le dialogue, ou raconter tout simplement l'histoire un peu différemment, la littérature un peu différemment, parce que l'homosexualité existe depuis toujours, et on omet toutes ces images-là qui aideraient les jeunes à s'accepter, en fait. Et c'est pas le cas dans le secteur de l'éducation. Là on en parlait tout à l'heure. Nous, d'un point de vue de ce qu'on remarque au sein du secteur de l'éducation, c'est que les choses ne changent pas, en fait. Les jeunes LGBT sont toujours discriminés, ils sont toujours invisibilisés, etc., etc. Il y a des associations, donc SOS Homophobie ou le MAG, qui effectuent des interventions en milieu scolaire. Donc on a ce rôle-là de sensibiliser les jeunes aux LGBT-phobies et au sexisme, mais il y a encore d'énormes aspects, d'énormes champs de l'éducation nationale qui sont pas encore traités. Ça va de l'éducation des professeurs et la formation des profs, au fait d'avoir des vrais cours d'éducation sexuelle qui incluent
l'homosexualité et les personnes LGBT, et également, on en parlait tout à l'heure, la normalisation. Le fait que du coup en maternelle, ou en primaire, on puisse lire des histoires où en fait le conte de fées, il y a deux princesses, il y a deux princes, il y a une famille monoparentale, il y a des minorités ethniques. Visibiliser tout ça et normaliser les personnes LGBT et les minorités ethniques dès le début, c'est essentiel en fait. Et ça devrait être un des fondamentaux de l'éducation nationale. Nous allons poursuivre en parlant d'homophobie en banlieue, en milieu aussi rural. Avant de vous céder la parole tout à l'heure après la musique, nous avons donc au téléphone Abdelkader Relan, qui est directeur de la mission locale d'Issingeaux à Saint-Étienne, et c'est en milieu rural. Bonsoir Abdelkader. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette intervention téléphonique. Alors d'abord, un premier point. On avait échangé il y a plusieurs mois de ça, où tu me disais au départ, toi-même tu étais homophobe, et les homosexuels, en gros, tu ne les supportais pas, je crois. Exact, quand j'étais plus jeune, d'ailleurs c'était le sujet de mon premier roman, je disais que j'étais raciste, homophobe et antisémite. Effectivement, j'étais homophobe, et je l'étais, j'ai envie de dire, naturellement. Je suis issu d'un quartier populaire du nord de la France, et c'était, j'ai envie de dire, la norme d'être homophobe, de ne pas accepter l'homosexualité, de rejeter les homosexuels, c'était la norme. Et en fait, j'avais une homophobie, j'ai envie de dire, ignorante, c'est-à-dire que je ne connaissais pas, j'avais pas d'homosexuels dans mon entourage, donc j'étais homophobe, mais sans véritablement comprendre pourquoi. Et en fait, c'est la découverte de l'autre, c'est-à-dire l'homosexuel, qui m'a fait changer d'avis, qui m'a fait faire en sorte qu'aujourd'hui je lutte contre ce fléau en l'occurrence, mais contre tous les fléaux de rejet en fait. C'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui en tout cas anime mon combat, et j'ai envie de dire, je suis un repenti d'une certaine manière. D'accord. Quand tu dis l'homosexuel t'a fait changer d'avis, rassure-moi dans quel... Non, on n'a pas besoin d'être homosexuel pour comprendre l'homosexualité. Je pense que ça, c'est indéniable. Je pense que ce qui est hyper important avant toute chose, c'est surtout de se rappeler une chose, c'est qu'en face de nous, on a des êtres humains, on a des personnes qui sont exactement identiques à nous, et c'est ce message-là en fait que j'essaie de faire comprendre. Et comme souvent dans mes interventions, je dis souvent aux jeunes, est-ce que vous vous êtes levé un matin en décidant d'être hétéro et donc tous me disent non, et je dis voilà, quand on est homosexuel, c'est exactement pareil. Et l'idée, c'est de rendre, parce que souvent, ce dont j'ai à faire, on me dit souvent, c'est pas moral, c'est pas, tout ce qu'on peut entendre. Et moi, justement, je rends l'homosexualité morale de la même manière, au même titre que l'hétérosexualité. Voilà. Moi, alors, tu as évolué sur tous les pans, ou tu restes raciste et antisémite? Ah non, c'est pas bien. J'ai évolué. Abdelkader, alors justement, donc tu es depuis quelque temps, tu organises dans ta mission locale une sensibilisation. Tu sensibilises des jeunes, où tu fais intervenir un certain nombre d'intervenants qui parlent d'homosexualité, de leur ouvrage ou de leur expérience. Comment est né ce projet ? Je pense que d'abord, il est né parce qu'il y avait un besoin. Moi, donc, ma mission locale est en milieu rural, et on parle beaucoup de l'homophobie dans les quartiers populaires, mais on néglige un peu aussi l'homophobie en milieu rural. Et parfois, c'est très prégnant, malheureusement. Et donc, au travers des interventions qu'on fait à la mission locale, on a pu se rendre compte que malheureusement il y avait beaucoup d'homophobie de la part des jeunes en milieu rural, et on a eu ce besoin, en tout cas j'ai senti ce besoin de faire évoluer les choses et de faire changer les mentalités. Alors avec le mariage pour tous, il y a eu une chance, c'est que le curseur a un peu bougé, mais pas assez un bon moment en tout cas, et l'idée c'est de faire justement confronter les jeunes avec des trajectoires de vie, parce que je pense que la force du témoignage, c'est vraiment indéniable de penser que alors à propos de témoignages, il y en a eu un certain nombre. Est-ce que tu peux nous citer un peu des exemples d'interventions, d'échanges entre jeunes et autres ? Il y a eu ton intervention qui a franchement marqué. D'ailleurs, beaucoup de mes conseillers sollicitent ton retour. On a eu Louis Cornillon qui est venu aussi parler donc qui est avocat à Saint-Étienne. On a eu un jeune qui habite au Puy-en-Velay qui est venu témoigner de son parcours, entre guillemets, comment ça a été difficile de faire accepter son homosexualité, d'abord dans sa famille, ce qu'on oublie aussi souvent,
Et ce qui est vraiment toujours très intéressant à travers ces témoignages, c'est que les jeunes sont confrontés comme je le disais tout à l'heure, à des trajectoires de vie, mais surtout ils ont quelqu'un en face, quoi, et quelqu'un qui leur raconte qui raconte son histoire. Et ça, c'est toujours très intéressant. En parlant, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas eu de témoignages de femmes pour le moment, et je pense que voilà, oui, il faudrait, oui. Rapidement. Ouais, effectivement, je viens d'y penser. On a Isabelle qui réalise l'émission et qui pourrait peut-être, faudrait qu'on envoie. Avec plaisir. Pourquoi pas, ouais. Parce que c'est vrai que c'est hyper, en tout cas, moi, c'est un combat qui me tient à cœur énormément, et les témoignages font en sorte que ça évolue. Ton passage a vraiment contribué à faire en sorte qu'un certain nombre de jeunes, tu as vu les jeunes au départ quand ils sont arrivés. Oui, c'était très fermé. En gros, non, l'homosexualité, c'est pas notre truc, c'est pas. Vas-y, ouais. C'était hostile même. C'était hostile, et puis à la fin, tu vois, ils se battaient pour faire une photo avec toi. Voilà, effectivement, il y avait ça, ils se battaient pour. Et après, il y avait des échanges qui étaient vraiment très très intéressants. Et là, je me disais, oui, alors, Eric veut intervenir justement, qui était prof. Tu étais venu dans les studios pour présenter un très beau roman. Tu te souviens? Est-ce que tu pourrais redonner le titre et la maison d'édition? Alors, c'est Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc. Cœur halal aux éditions Jeanne d'Arc. Merci. Alors, dernière question. Donc, nous, on sera amenés donc, avec Daniel par revenir à Saint-Étienne pour 2 nouvelles interventions. Et en règle générale, une fois que les interventions se passent, donc les jeunes, vous refaites tout un travail avec eux pour un peu faire évoluer les situations et les mentalités, même avec les familles et autres. Exactement. Et tu vois, après ton passage, pour dire la force quand même de ton intervention et des interventions en règle générale, il y a une jeune qui était homosexuelle dans le groupe, et qui a révélé son homosexualité suite à ton passage. Et donc ça a ouvert un peu plus le débat, et c'était vraiment très très intéressant. Moi je trouve vraiment que le fait à un moment donné de créer le débat, d'ouvrir le dialogue, c'est extrêmement important. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc c'est pour ça que je crois vraiment à la force du témoignage et la force du passage de témoin, j'ai envie de dire. Ils ont quel âge, ces jeunes? Ils ont entre 16 et 25 ans. Ouais. En tout cas, merci vraiment pour ce message et merci d'être comme tu es, parce que grâce à toi, tu apportes une pierre à l'édifice dans notre univers LGBT. Et tu te bats contre Laurent Wauquiez, c'est ton président de région. Laurent Wauquiez lui donne quand même les moyens pour permettre ses interventions, en tout cas. Ouais, tout à fait. Je me bats contre tous ceux qui ont des préjugés. Ouais. Merci en tout cas, Abdelkader, et à très vite au mois de juin, certainement à Saint-Étienne. Avec plaisir, exactement. On va bientôt prendre contact avec toi. Et un bonjour à tous les jeunes. Merci beaucoup. Au revoir. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Nous sommes toujours avec Joël Demier pour SOS Homophobie et Omar Didi du MAG Jeunes LGBT. Ensemble, nous allons maintenant évoquer l'homosexualité et l'homophobie dans les banlieues. Mais avant, j'aimerais que l'on revienne sur cette agression d'il y a quelques mois d'un couple en région parisienne, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine exactement. Il s'agissait d'une agression verbale où une jeune femme avait insulté ce couple d'hommes, de sales pédés. Vous êtes la honte de la France. En Algérie, les mecs comme vous, on les égorge. Puis, dans la foulée, cette jeune femme appelle un de ses amis par téléphone pour venir buter ces 2 mecs. Alors ce type de scénario qui est vraiment inquiétant et malheureusement fréquent dans les banlieues. Il n'est pas simple pour des homos de s'assumer et d'être visibles. Je peux vous le dire parce qu'en ce qui me concerne, je l'ai énormément subi et vécu pendant un certain nombre d'années. Et quand on voit la réaction de cette femme, c'est un peu l'ambiance qui règne dans la banlieue et ça fait peur à un certain nombre de personnes. Donc difficile de s'assumer dans cet univers-là. Je sais que vous, SOS Homophobie, vous êtes porté partie civile, hein? Oui, tout à fait. Oui. La personne a été, donc, c'est 4 mois de prison avec sursis, 1 500 € à chaque personne concernant les agressés, et aussi pour votre association, je crois. Oui, aussi, on a eu quelques centaines d'euros de préjudice causés. C'est la première fois que ça arrive en France, non? Le fait que des personnes comme ça payent quand ils ont fini par agresser des personnes Alors non, c'est pas la première fois. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande... en général, la victime se fait indemniser pour le préjudice physique, préjudice moral. D'accord. Et l'association qui se porte partie civile peut demander aussi une indemnisation pour le préjudice porté à l'intérêt collectif, c'est-à-dire à l'intérêt des personnes LGBT. Ouais. Voilà, alors, ce type d'exemple qui s'est passé donc à Rueil-Malmaison,
c'est fréquent, sauf que là, donc, c'est une histoire qui a réussi donc, à être médiatisée, mais il y a plein de gens qui ne disent rien, qui ont peur et qui se laissent agresser en permanence. Est-ce que vous arrivez un peu à cibler et à connaître un peu ce qui se fait en banlieue avec toutes ces agressions-là? Comment vous arrivez à mesurer un peu le taux d'homophobie en banlieue, dans les cités en règle générale? Alors, c'est très compliqué de mesurer le taux d'homophobie de manière aussi fine. Voilà, on n'a pas de statistiques ou de chiffres sur l'homophobie spécifiquement dans les banlieues. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que l'homophobie, elle est présente partout. Et nous, donc, on fait attention à ne pas mettre en avant tel ou tel territoire parce qu'on constate que l'homophobie, elle a aussi lieu dans les beaux quartiers, elle a aussi lieu à la campagne, elle a aussi lieu dans les grandes villes. Et elle n'est pas que le monopole des banlieues où elle se passe, oui, elle a lieu aussi dans les banlieues, mais l'homophobie est partout. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on constate dans nos chiffres. On n'a pas de chiffres qui sont spécifiques aux banlieues. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui disent mais finalement on n'ose pas tellement se prononcer parce qu'en gros on va encore stigmatiser, on va dire que c'est toujours la même chose, c'est toujours la banlieue qui pose un certain nombre de problèmes. Mais moi en ce qui me concerne, je l'ai subi et vécu. Je me suis fait souvent agresser par un même type de personnes, par des gens qui avaient les mêmes origines, parce que j'avais aussi, quelque part, je correspondais aussi à la leur quelque part, des gens qui osaient m'agresser et m'insulter. Et je me dis quand même que le problème vient aussi peut-être un peu du poids de la religion, tout ça, le fait où la religion, elle domine tellement en banlieue et dans la culture maghrébine qu'à un moment donné, on n'ose même pas s'affirmer comme il faut. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même omniprésent dans la cité et dans la banlieue. Je ne sais pas si tu peux apporter un éclairage à ce sujet-là, Omar. Alors, d'un point de vue de tout ce qui est lien avec la religion, il faut se dire en fait que la religion est interprétation. Donc, de ce point de vue-là, il y a des associations, David de Jonathan, Beit Averim, etc. Ouais. Il y a des associations qui se sont fondées autour d'une religion tolérante pour les personnes LGBT. Notamment par des personnes LGBT en fait qui étaient croyantes et qui voulaient vivre leur religion et qui voulaient concilier leur religion et leur homosexualité, leur transidentité, etc. Après, en matière de la spécificité des banlieues, nous, en fait, c'est quelque chose au sein du MAG, on essaie de l'aborder en 2 points. Donc, il y a le premier point, c'est tout ce qui est la question de prévention santé. Donc, comment réussir à faire en sorte d'apporter un message de prévention aux jeunes LGBT de banlieue. Et il y a également donc, le deuxième axe qui est l'affirmation des jeunes de manière globale. Nous, en matière des jeunes, on a à peu près 45% des jeunes qui viennent au local parisien, qui viennent de banlieue justement. Donc ça représente plus de 220, 230 jeunes par an qui viennent au MAG et qui viennent de banlieue. Et les problématiques sont complètement différentes que celles qu'on pourrait avoir à Paris même en fait. Donc c'est en fait vraiment des problématiques qui sont liées à l'intersectionnalité, aux discriminations multiples. C'est que des personnes LGBT qui sont également racisées, donc qui sont une minorité ethnique, peuvent se faire discriminer au sein de la communauté LGBT. Parce qu'ils sont racisés, parce que c'est des minorités ethniques, et se font discriminer au sein de la cellule familiale, au sein de leur entourage, dans l'école, etc., parce que perçus comme LGBT, ou tout simplement parce qu'ils sont LGBT. Et donc il y a cette double problématique-là qui est inhérente, en fait, chez les personnes qui vivent ces discriminations multiples-là. Et le contexte familial, quand on vit son homosexualité ou sa transidentité, sa bisexualité, etc., on ne peut pas, à l'inverse du racisme, se tourner vers sa famille. On ne peut pas dire « Ah bah oui, bah écoute, on m'a traité à l'école de sale noire, en fait, ou de sale arabe ». On peut tout simplement pas dialoguer avec la famille parce que la plupart du temps, la famille peut être homophobe, ou en tout cas la famille peut être hostile à l'homosexualité, à la transidentité, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc, on vit dans le silence ou on rejoint des associations comme les vôtres qui permettent... Alors,
En fait, d'un point de vue, c'est la responsabilité des associations, comme le MAC par exemple, si on remarque qu'un jeune LGBT qui est mineur subit de la discrimination au sein de la cellule familiale ou au sein de l'école, c'est notre responsabilité de faire monter une information préoccupante. Oui. Donc c'est à nous de faire en sorte qu'il y ait une intervention des travailleurs et des travailleuses sociaux au sein de la cellule familiale. Donc il y a ce premier aspect préventif. Là où c'est le plus compliqué, c'est quand la personne n'est plus mineure en fait. Donc à partir du moment où la personne elle a plus de 18 ans, si la personne elle est disons mise à la rue par ses parents ou si elle continue à vivre de l'harcèlement, etc., là c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment des dispositifs qui sont financés par l'État qui permettent de faire en sorte que la personne puisse s'insérer d'un point de vue de son logement, d'un point de vue du travail, d'un point de vue d'une insertion universitaire, etc. Donc si on arrive à l'étape préventive d'avant, donc les avant 18 ans, c'est très bien pour nous parce qu'on arrive à prévenir tout ça et à faire en sorte qu'au moins l'enfant puisse bien grandir, avoir accès à ses droits sociaux. Mais si c'est au-delà des 18 ans, là c'est plus compliqué. Mais effectivement, on va rester très souvent, les jeunes vont rester dans le silence, ils vont rester complètement isolés. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important que ces jeunes-là puissent rencontrer d'autres jeunes en fait. Ouais. Eric. Est-ce que depuis un an du nouveau gouvernement, vos associations respectives ont essayé ou sont en contact avec la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de l'Intérieur? Est-ce que vous avez des oreilles, Marlène Schiappa aussi, des oreilles favorables? Est-ce que c'est un nouveau monde, puisqu'on est dans le nouveau monde, ou pas? Ou est-ce que finalement, vous avez toujours les mêmes problèmes pour vous faire écouter, recevoir et qu'il y ait des choses, des résultats? Omar ? Je pense que ce soit SOS Homophobie ou le MAC Jeune LGBT, le constat est à peu près le même. C'est que si on va monter au niveau des ministères, non, il n'y a pas forcément d'oreille bienveillante qui va faire en sorte de pouvoir vraiment faire bouger les choses. Donc après, il y a des dispositifs à l'intérieur de l'État qui permettent du coup de financer, ou en tout cas de soutenir la communauté LGBT. Donc là, je pense notamment à la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, donc la DILCRA, qui, elle, soutient les associations, elle a une oreille attentive et fait en sorte que, en tout cas, nos revendications puissent être mainstreamé, entre guillemets, si je puis me permettre l'anglicisme, au sein de différents ministères. Après, une prise de position de la part des différents ministres, le ministère de l'Éducation, il n'y a pas forcément de prise de position claire. La prise de position, elle a été effectuée par rapport à l'harcèlement. Donc c'est quand même un sujet qui est extrêmement global. Nous, on a demandé à ce qu'il y ait vraiment une prise de position contre l'harcèlement LGBT-phobe, et ça n'a pas été fait. On est encore en tout cas à la ramasse de ce point de vue-là, et les problématiques sociales, en tout cas de manière globale, ne sont pas ce que ce gouvernement-là a envie de construire, en tout cas en début de quinquennat. C'est ce qu'on remarque. Joël, ton réseau Alors, nos relations avec le gouvernement sont les suivantes. C'est qu'on a une secrétaire d'État, Marlène Schiappa, qui a un portefeuille dédié aux questions LGBT. C'est la première fois dans l'histoire qu'une ministre ou une secrétaire d'État a un portefeuille par décret dédié aux questions de lutte contre la haine anti-LGBT. Donc ça, c'est à saluer. C'est quelque chose qui est à mettre au crédit du gouvernement actuel. En revanche, donc, on est entendu, on est reçu. Les pouvoirs publics sont attentifs aux questions LGBT. Pour autant, il y a des promesses qui ont été émises par le président de la République. Je pense notamment à la PMA. Et ces promesses, on constate un an après qu'elles ne sont toujours pas tenues. Donc en fait, il va falloir qu'au-delà du fait d'être reçu et d'être subventionné et financé par le gouvernement, ce qui est essentiel et ce qu'on salue, il faudra avoir des actes concrets. Et pour l'instant, on constate que la promesse liée à la PMA n'est toujours pas tenue, que qu'on a des états généraux autour de la loi de bioéthique qui suscite de la haine anti-LGBT. Je pense notamment au fait que la Manif pour tous compare les enfants issus des familles homoparentales à des bébés OGM, ce qui est très violent pour les personnes concernées. Pensons aux adolescents, pensons aux enfants des familles homoparentales qui entendent les propos de haine qui sont diffusés à longueur de journée par la Manif pour tous, par Alliance Vita, par les groupuscules réactionnaires. Plus on fait traîner le débat sur la PMA, plus on tarde à faire une loi sur la PMA, c'est comme pour le mariage pour tous, plus on obtient de la haine dans le pays.
Donc attention à ne pas commettre les erreurs du passé, à trop attendre pour faire une loi. La loi sur la PMA, c'est urgent, c'est une urgence médicale, sanitaire, matérielle, et nous demandons vraiment au gouvernement d'adopter cette loi dans les meilleurs délais. Dernière question, Joël Demier, pour finir, en revenant à votre ligne d'écoute et à la banlieue, est-ce que les personnes habitant la banlieue ont accès à cette ligne d'écoute? Est-ce qu'ils font la démarche d'appeler, ou ça reste pour eux quelque chose encore qui n'existe pas ou rare Alors c'est une très bonne question, c'est-à-dire que nous, notre objectif à SOS Homophobie, c'est vraiment que toutes les victimes de LGBT-phobie, toutes les victimes, d'où qu'elles viennent, quelles que soient leurs origines, où elles habitent, on doit vraiment s'adresser à toutes les victimes. Et donc, par conséquent, il est essentiel, et peut-être qu'on n'est pas assez visible dans certains territoires, par exemple dans les banlieues, c'est essentiel de faire de la visibilité pour que les gens aient le réflexe de téléphoner à SOS Homophobie, de se tourner vers les associations. Et c'est une relation de confiance qu'on doit créer. Et bien sûr qu'on devrait aller beaucoup plus, qu'on devrait être beaucoup plus ambitieux sur notre cible. Récemment, on a sorti à SOS Homophobie une campagne qui s'appelle Queer Super Power, qui s'adresse aux personnes dites racisées, c'est-à-dire les personnes qui sont réduites à leur couleur de peau, victimes de racisme au sein de la communauté LGBT. Ça existe. On peut être très bien être victime d'homophobie et de racisme en même temps, c'est ce qu'on appelle les discriminations croisées. Et bien sûr qu'on doit aller, évidemment, que toutes les victimes doivent nous appeler, et y compris dans les banlieues. Et l'idée de délocaliser justement et de permettre à des associations de s'installer en banlieue, c'est une idée? Est-ce que ça fait partie de vos projets? Alors, on le fait déjà, c'est-à-dire on fait des interventions en milieu scolaire dans les banlieues, partout en France. Donc on a 18 délégations territoriales, on fait des IMS, y compris dans les collèges, dans les lycées de banlieue. On en fait une par jour minimum partout en France pendant toute l'année scolaire. C'est près de 20 000 élèves sensibilisés en 2017. Donc on fait des interventions en milieu scolaire en banlieue. On a des classes dans lesquelles ça se passe bien, on a des classes dans lesquelles ça se passe moins bien. Mais voilà, on est déjà présent dans les banlieues. D'accord. Voilà. Alors, dernière question. Donc, Omar, oui, tu voulais du coup, nous, de notre côté, tout comme SOS, on effectue également du coup, les interventions en milieu scolaire en banlieue et à Paris. Et là, on a un projet pour septembre-octobre. Ça serait d'ouvrir une permanence mensuelle en Seine-Saint-Denis. Du coup, dans le même cadre que celle du MAG, donc pareil pour les jeunes LGBT, des permanences d'accueil. Donc voilà, c'est encore en projet. On ne sait pas encore dans quelle ville on va s'implanter. Mais en fait, c'était un projet qu'on avait déjà en 1999, donc on n'a jamais fait, et qu'on va faire donc, en 2018. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont victimes d'homophobie, d'agression dans leur quartier ou en banlieue, première démarche, c'est... La première démarche, c'est de se dire que la victime de LGBT-phobie, c'est pas elle qui a... Enfin, c'est elle qui... Enfin, disons que c'est l'agresseur qui est en tort, toujours. La victime, quand vous êtes victime d'un acte homophobe ou d'un acte transphobe, la première démarche, c'est de se dire qu'il faut en parler à ses proches, à son entourage. Il faut aller voir quand on peut le commissariat de police le plus proche, la gendarmerie la plus proche. La gendarmerie et la police est formée aujourd'hui à la lutte, à la sensibilisation sur les LGBT-phobies. Il faut vraiment ne pas hésiter. La justice et les pouvoirs publics et le droit est avec nous, est avec les LGBT aujourd'hui. Et rejoindre bien sûr le MAG LGBT Jeunes. Et venir au MAG et s'affirmer à l'intérieur du MAG et rencontrer d'autres jeunes LGBT. Très bien, oui. Alors, juste pour finir, une petite publicité. Le 17 mai, donc, on va organiser un rassemblement contre l'homophobie et la transphobie qui aura lieu place de la République à 19h. Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à venir au rassemblement. Merci. Et il y a plein d'actualités du côté de chez vous aussi. Demain, vous présentez le rapport. Demain on sort le rapport sur l'homophobie 2018 avec les chiffres, puis la conférence de presse demain matin, et puis le cocktail du rapport annuel jeudi soir, etc. Merci d'avoir accepté l'invitation, Joël Demier, SOS Homophobie. Merci à vous surtout. Omar Didi du MAG Jeune LGBT. Merci d'avoir été là. Merci à Eric Garnier, merci à Fabien. C'est fini pour ce soir et à très très bientôt. À bientôt. Salut. Homo Micro.